Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue à tous sur ce petit vidéogramme. Bon, je vais vous le dire aujourd'hui parce que je ne le fais pas ce coup-ci et parce que tout simplement c'est la fin. En fait, les 26 dernières vidéos sur ma chaîne, à chaque fois que je commençais la vidéo, le premier mot que je disais, et la première lettre de ce premier mot, si on regarde les 26 vidéos qui précèdent celle-ci, ça fait l'alphabet. Voilà. Je sais pas si vous le saviez, mais voilà, je me suis amusé à faire ça. Juste, je l'ai pas fait sur les 4 hors-série du paradoxe de Fermi, mais voilà, je trouvais ça drôle. Et vu que aujourd'hui je commence par bonjour, voilà, je l'ai pas fait quoi. La dernière vidéo, j'ai dit zoom et dézoom par exemple, parce que c'était Z. Voilà. Bon, fin de la vidéo. Enfin bref, voilà, vous êtes fixés là-dessus. Donc aujourd'hui, on va pas parler de l'alphabet, parce que déjà, tout le monde s'en bat les couilles, et en fait, on va juste parler des morts pendant la conquête spatiale et de comment on meurt dans l'espace. Voilà. Beaucoup plus glauque finalement. Je mets un petit disclaimer, je ne vais pas parler des morts, genre dû à une fusée qui explose sur le pas de tir. Genre vraiment, enfin c'est vraiment la mort des astronautes, pas des gens liés à la conquête spatiale, parce que sinon il y a beaucoup plus de morts, parce qu'il y a des fusées qui ont explosé, qui ont tué des centaines de personnes. Mais je ne veux pas parler de ces cas-là. Voilà. Donc, on compte en tout 22 morts liés à la conquête spatiale, d'astronautes. Toujours. Et donc tout simplement, on va y aller chronologiquement. Alors, le tout premier mort, c'est Vladimir Komarov, le 24 avril 1967. Il est parti pour la mission Soyuz 1 et son retour sur Terre ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Parce qu'évidemment, il n'avait pas prévu de mourir. En gros, son parachute d'atterrissage, il avait un dysfonctionnement, mais on le savait, il allait pas s'ouvrir. Donc, ce qu'il a fait, en arrivant sur Terre, c'est qu'il ouvre son parachute supersonique, donc un parachute qui lui permet de pas mal ralentir, pour ensuite ouvrir son gros parachute, on va dire. Donc, il ouvre son parachute supersonique, mais, sachant qu'il n'a plus de parachute principal, il ouvre son parachute de secours. Sauf que, le parachute supersonique qui est censé s'enlever dès qu'on ouvre le parachute de secours, vraiment partir dans les airs, il s'est pas enlevé. Du coup le parachute de secours il s'est emmêlé dans le parachute supersonique, ce qui fait qu'il avait plus de parachute quoi, c'était juste un espèce de drap qui faisait comme ça, enfin bref ça ralentit pas du tout, et il a tapé le sol un peu trop vite, 40 mètres secondes. Ça fait une centaine de kilomètres heure, c'est pas bon pour le corps ni pour l'esprit finalement. De plus, il aurait pu survivre peut-être au choc, mais le choc, donc, quand il a tapé, on fait démarrer des moteurs à poudre, ce qui fait que la capsule a pris feu. Voilà. Ensuite, la même année, le 15 novembre 1967, il y a un accident en avion, mais c'est un avion un peu particulier. C'est le X-15. En fait, c'est un avion fusée qui pouvait aller aux limites de l'espace. Et Michael J. Adams, lui, il va perdre le contrôle de cet avion alors qu'il est à 80 km d'altitude et à une vitesse d'environ 5800 km/h. Rien que ça. Et il va se cracher et mourir à une vingtaine de kilomètres d'altitude. Ensuite, c'est Soyuz 11 qui part le 30 juin 1971, qui lui est aussi, en vrai, bien terrible, je trouve. Juste avant leur phase d'entrée atmosphérique, en fait, la capsule où il y a les astronautes, donc ils sont 3, se décrochent de leur module. Pendant la séparation, en fait, c'est avec des boulons explosifs, les séparations d'étages, et donc voilà, ils se séparent, paf, sauf qu'il y a une valve qui casse, ce qui fait que, ils sont exposés au vide de l'espace assez rapidement. Alors c'est pas une grosse valve, mais tout l'air de leur cabine s'échappe dans l'espace et ils meurent d'hypoxie. L'hypoxie, c'est pas l'asphyxie, c'est pire que ça, c'est vraiment quand t'as zéro oxygène dans ton corps. L'asphyxie, c'est quand tu ne peux plus respirer, mais il te reste de l'oxygène, donc en fait tu suffoques et tu meurs. Mais l'hypoxie, c'est quand tu n'as plus du tout d'oxygène dans ton corps. Donc là, tu meurs en une dizaine de secondes. Enfin, tu perds connaissance en une dizaine de secondes. Ensuite, il y a eu le pilote automatique pour les ramener sur Terre, et les équipes au sol ont découvert les corps dans la capsule, et ils voulaient les réanimer, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Ensuite, le 28 janvier 1986, là c'est un des plus dramatiques et un des plus connus, c'est la navette spatiale Challenger, qui après 73 secondes de vol, explose. D'après les analyses des experts, en fait, c'est les boosters qui sont sur les côtés du réservoir de la navette qui étaient mal positionnés à cause d'un joint qui était mal placé ou dysfonctionnel. Et en fait, ils chauffaient le réservoir, en fait, ils crachaient leur flamme sur le réservoir, ce qui fait que le réservoir d'hydrogène a explosé. Et donc, dans Challenger, à l'explosion, en fait, l'explosion tue les 7 membres de l'équipage quasiment directement. En fait. Ensuite, c'est le 1er février 2003, c'est la navette spatiale Columbia
qui, pendant la rentrée atmosphérique, encore une fois, explose. En fait, il y avait une brèche dans l'aile, des gaz chauds sont rentrés, très très chauds, et ça a entraîné la dislocation de la navette et la mort des 7 membres d'équipage. Et les 3 derniers astronautes qui sont morts, en fait, c'est pendant les essais au sol d'Apollo 1. Mais je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et on va dire que c'est dramatique certes, mais moins intéressant parce que c'était pas en vol. Voilà, c'était pendant des essais au sol, un feu s'est déclenché dans la cabine et ça a explosé et les 3 astronautes sont morts. Alors, parmi ces 22 morts, il y a un point qui revient assez souvent. En fait, à part Apollo 1 qui était au sol et Challenger qui était en fait au décollage, tous les morts sont faits pendant une rentrée atmosphérique ou à l'entrée d'une rentrée atmosphérique. Déjà en fait, premièrement, une rentrée atmosphérique c'est hyper dangereux. En fait, c'est quasiment la phase la plus touchy d'une mission. Parce que tu rentres à plusieurs kilomètres secondes dans l'atmosphère, ce qui fait que tu vas avoir des frottements d'air qui vont être énormes et ça va chauffer l'air. En fait, il va prendre feu. Grossièrement, c'est ça. Et ta capsule qui rentre sur Terre va chauffer très fort. Heureusement, toutes les capsules ont un bouclier thermique pour protéger l'habitacle, pour pas que les astronautes meurent. Même les navettes spatiales, en fait, le dessous, c'était des tuiles en céramique qui permettent d'évacuer la chaleur, c'est un bouclier thermique. Sauf que ce bouclier thermique, il chauffe entre 2 et 4000 degrés. Et ouais, ça chauffe vraiment très fort. Après, évidemment, ça dépend de la vitesse de la rentrée atmosphérique. Si on rentre à 7 km/s, ça va être moins chaud que si on rentre à 30 km/s. En fait, si on arrive trop vite, les phases de rentrée atmosphérique se font en 2 fois. Ils rebondissent sur l'atmosphère et ensuite ils plongent dans l'atmosphère. Donc comme je l'ai dit, toutes les capsules qui reviennent sur Terre ont un bouclier thermique, et ce bouclier thermique, il est fait en matériaux composites, en céramique, que des matériaux très résistants et très résistants à la chaleur. Normal, c'est évident. Mais je ferai une vidéo spéciale sur les rentrées atmosphériques, parce qu'en fait c'est hyper technique et c'est très intéressant. Vous voyez vraiment le but du bouclier atmosphérique, de dissiper la chaleur et d'éviter que la capsule explose. Mais il suffit qu'il y ait une brèche dans ce bouclier et ça fait bim badaboum boum boum. Typiquement, Columbia en 2003, c'était vraiment un trou dans le bouclier atmosphérique dessous la navette. Enfin, c'était plus sur l'aile. Et en fait, ça a chauffé beaucoup trop à l'intérieur et la navette s'est disloquée, quoi. Pour le X-15, c'est encore dans l'atmosphère, mais c'est un peu différent. En fait, c'est un problème de SAS, donc c'est un système qui permet de stabiliser ton vaisseau. En fait, c'est un système électronique qui t'aide à stabiliser ton vaisseau. Et il tombe en rade. Donc, si le pilote est bon, il peut essayer de lutter, mais bon, ça va être compliqué quand on va à 6000 km/h, quoi. Enfin bref, une fois qu'il est environ 78 ou 80 km de haut, l'avion s'est mis à vriller sur lui-même. Sauf que quand tu vrilles à 6000 km/h, tu prends cher dans la gueule, quoi. Ça tourne vite. Et d'un coup, l'avion s'est mis à piquer du nez et à tomber, en fait, vers le sol. Donc après une descente interminable, à 4000 km/h, quand même, pointé vraiment vers le sol, à 20 km de haut, en fait, l'avion décroche et il se met à tourner dans tous les sens, etc. Et il allait toujours super vite. Et Michael J. Adams, qui était à l'intérieur, se prenait 15 G verticaux et 8 G latéraux, ce qui est beaucoup trop pour un humain. Et en fait, l'avion, sous les charges aérodynamiques, s'est disloqué et Michael J. Adams est mort avec. Et il ne pouvait pas s'éjecter, en fait, parce que s'il fonce à 3000 km/h et qu'il s'éjecte à 3000 km/h, à la fin, reste la même, quoi, il décède. Mais du coup, en fait, il n'y a jamais eu de mort en orbite, vraiment là-haut, on va dire. C'était à chaque fois quand il rentrait sur Terre ou qu'il partait de la Terre, parce que c'est les phases les plus tendues. En fait, voilà, une fois que le décollage, une fois qu'on a passé la ligne de Kármán à 100 km de haut, en fait, c'est plutôt chill. Et par contre, c'est vraiment le décollage qui est dangereux et l'atterrissage. Sinon, en vrai, ça va. Une fois que t'es là-haut, de toute façon, il se passe plus rien, donc voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passerait si on meurt dans l'espace, mais vraiment dans l'espace. Normalement, si on est directement exposé au vide de l'espace, donc si on est dehors, par exemple, en sortie extravéhiculaire, qu'on a une brèche ou une déchirure dans notre combinaison, normalement, on fait pas très long feu. Spoiler. Car tout simplement, la combinaison dans laquelle on est, elle reproduit les conditions qu'on a sur Terre. En fait, elle va être pressurisée, il va y avoir une pression de 1 bar dans la combinaison pour que nos tissus et nos yeux et nos voies respiratoires soient parfaites, en fait. Comme sur Terre. Donc d'un coup, si on perd, c'est qu'il n'y a plus de pression, nous on va gonfler déjà. On va gonfler parce que la pression c'est 1 bar, donc 1 kg par centimètre carré, sauf que donc notre corps réagit constamment à la pression en fait, parce que ça appuie sur les tissus, donc eux ils poussent vers l'extérieur pour pas être écrasés. Si on n'a plus de pression, ils vont continuer à pousser vers l'extérieur, parce que c'est l'humain qui est fait comme ça, sauf que il n'y a plus la pression pour contrer, donc les membres, les tissus, les yeux vont gonfler, naturellement.
Alors, on va pas exploser parce que la différence de pression entre 1 bar et 0 n'est pas non plus énorme, mais quand même, on va gonfler. La peau est assez élastique pour pas se déchirer, hein. Faut le savoir. Les vaisseaux dans nos yeux vont tous péter, on va avoir les yeux tout rouges, on va potentiellement saigner du nez, enfin ça va pas être beau quoi. Ensuite, si on a une plaie ouverte ou alors si on ouvre la bouche et qu'on a de la salive, elle va se mettre à bouillir parce qu'il n'y a plus de pression et quand il n'y a pas de pression, bah les liquides bouent instantanément en fait. Donc ça, pareil, ça peut ne pas être très agréable, hein. Si on a une plaie ouverte et que le sang commence à bouillir, c'est pas très fun. Ensuite, si il n'y a plus de pression dehors, l'air va prendre beaucoup plus de place, mais vraiment beaucoup plus de place. Donc, si on retient notre respiration et qu'il n'y a plus de pression, bah nos poumons, ils vont gonfler, et eux, ils sont élastiques, mais pas assez, parce que là, vraiment, il peut avoir une déchirure du poumon. Et là, bon, là, c'est la fin des haricots, quoi. Donc, en vrai, vaut mieux laisser l'air s'échapper. Ce sera beaucoup moins douloureux. Et sachant qu'il n'y a pas de pression sachant qu'il n'y a pas de pression dehors, bah, l'air va s'échapper à une vitesse énorme. En fait, ça va vraiment tout sortir par ta bouche ou par ton nez ou par ton cul, d'ailleurs. Et bah, là, vraiment, tu vas mourir d'hypoxie, encore une fois. En fait, tu vas tomber dans les vapes très très vite parce que tu auras zéro oxygène dans le corps. Faut savoir que sur Terre, si on se noie, et bah notre corps décède si on n'est pas entraîné, hein, entre 3 minutes, 30, 4 minutes. Mais parce qu'on a de l'oxygène dans les poumons encore. Sauf que si on a zéro oxygène, on tombe dans les vapes en 15-20 secondes grand max, et on meurt en 1 minute 30, grand maximum aussi. Ensuite, évidemment, notre vaisseau peut exploser, et bah on explosera avec, hein, voilà, hein, si on est en orbite et qu'il explose, normalement on explose avec. Évidemment, il ne prendra pas feu, s'il explose au vide de l'espace. Hein, je vous rappelle qu'on ne le répétera jamais assez, mais il n'y a pas de feu dans l'espace car il n'y a pas de comburant. Mais en fait, le pire dans tout ça, je crois que c'est de rester là-haut. Ouais, parce que si tu meurs en orbite, ou même plus loin que l'orbite terrestre, hein, en orbite héliocentrique ou dans l'espace interstellaire, personne ne viendra te chercher. Alors, tu seras tout seul là-bas. C'est pas c'est pas foufou, quoi. Je pense que c'est ça le pire. C'est que t'es tout seul. Tu meurs, mais t'es tout seul et à l'infini, quoi. Enfin bon. Voilà pour cette petite vidéo assez glauque, hein, qui parle de la mort des astronautes et de comment on pourrait mourir si on était exposé au vide de l'espace. Donc c'est pas, c'est pas une vidéo hyper joyeuse, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir, hein. Toujours intéressant de savoir. Bon bah voilà, hein, vous avez bien vu mon petit jeu de mettre une lettre de l'alphabet à chaque suite pour les 26 premières vidéos. Je ne sais ce que je vais faire pour la suite, mais faut que je réfléchisse. En attendant, bah portez-vous bien, et évidemment, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, tout simplement. Allez, bisous tout le monde.